Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux ce matin. L'association Accueil Migrants Pays Bigoudin est particulièrement ravie de vous présenter ou de vous proposer ce moment d'échange. Donc l'association AMPB existe depuis 2016. C'est créé suite à la crise des réfugiés syriens et depuis a accompagné une cinquantaine de réfugiés sur notre territoire du Pays Bigoudin et plus récemment accompagne donc les réfugiés ukrainiens. À l'AMPB, nous avons aussi à cœur de pouvoir proposer des tables rondes, de débattre ensemble de sujets de société. Et en ce moment, le sujet majeur qui nous préoccupe tous, c'est l'impact de la main-d'œuvre dans des secteurs économiques bien déterminés que nous connaissons tous, l'aide à la personne, la pêche, la restauration, la boulangerie, etc., le bâtiment, bien évidemment. Et nous avons sur notre territoire français, en même temps, des jeunes exilés, formés, motivés, qui seraient prêts à prendre ces emplois dont les Français aujourd'hui ne veulent plus. Donc l'objet de cette table ronde, c'est de faire le point sur la situation, bien sûr, mais aussi d'évoquer d'éventuelles pistes qui pourraient se dégager, de regarder ce qui se passe dans les pays voisins et de pouvoir éventuellement apporter notre petite pierre à une éventuelle évolution des lois à venir, notamment dans la loi Asile-Immigration qui se prépare pour le début de l'année prochaine. Donc voilà, merci encore d'être là, merci à nos invités, merci à notre animateur David Torondel, et puis place au débat. Merci. Bonjour tout le monde. Donc moi on va rester assis parce que sinon on n'a plus l'âge. Pour rester debout longtemps, enfin sauf certains. Donc je me présente rapidement, David Torondel, je suis membre de la Ligue des droits de l'homme, la section locale de Quimper, et également je fais partie d'un groupe de travail sur les droits des étrangers. Mais aujourd'hui, on m'a demandé d'animer le débat, donc je pose ma casquette associative et militante pour avoir une certaine neutralité. Et ceux qui me connaissent savent que ça ne va pas être facile. Donc le sujet, c'est le paradoxe de la pénurie de main-d'œuvre au regard des difficultés d'accès au travail des étrangers. Et donc pour en débattre et témoigner, sont présents aujourd'hui, alors Stéphane Ravaclé, que beaucoup connaissent, je pense, donc boulanger à Besançon. En 2021, tu as entamé une grève de la faim pour dénoncer le fait ton apprenti guinéen, que tu avais depuis 2 ans, était menacé d'expulsion. Un réseau de solidarité s'est constitué et a pris la forme d'une association, Pas trop solidaire, que tu as cofondée, mais dont tu n'es plus membre aujourd'hui. Toujours en 2021, tu participes à l'élaboration d'une proposition de loi sur le sujet, portée par le sénateur PS Jérôme Durin, qui visait à permettre aux apprentis étrangers de sécuriser leur parcours. Je résume. Cette proposition a été rejetée par le Sénat. Tu t'es aussi mobilisé en début d'année pour l'Ukraine et tu as également été candidat aux législatives sous étiquette de la NUPES, arrivé en tête au premier tour, mais hélas battu au second. Et donc là, ce qui est intéressant, ça va être ton regard de patron qui s'est engagé, mobilisé, et ensuite les recherches sur la législation. Alors je fais dans l'ordre de mes notes, donc Patricia Hiverna, boulangère dans l'Ain. Quelques semaines après Stéphane, tu as fait une grève de la faim aussi pendant 15 jours, pour un apprenti qui était menacé d'expulsion. Tu es aujourd'hui la présidente de l'association Patrons Solidaires, qui accompagne les patrons et les jeunes qui sont confrontés à ces situations. Je dans le désordre, Yvonne Coïc, qui est co-animatrice de la CIMAD Finistère. Alors la CIMAD, depuis sur le terrain depuis 10 ans, à peu près. La CIMAD, c'est une des principales associations nationales qui apporte un soutien et une solidarité aux exilés, avec la tenue de permanences juridiques un peu partout en France, mais aussi un travail plus global de plaidoyer pour la défense et la reconnaissance des droits des étrangers. Elsa Bosser, tu es directrice de l'ADMR, un groupement de 14 assos dans le Cap Sizun, Pays Bigoudin, et tu vas pouvoir témoigner des difficultés de recrutement. Didier Guillou, qui est restaurateur au restaurant La Cantine de la Mer, très bon restaurant d'ailleurs, que j'ai testé déjà.
Tu as été contraint de fermer 2 jours par semaine cet été, et tu nous expliqueras pourquoi. Frédéric Lucas, patron pêcheur, qui va pouvoir aussi témoigner des difficultés de recrutement dans la pêche et les difficultés de recruter de la main-d'œuvre qualifiée. Et qui j'ai oublié à part Yann, non c'est tout. Donc Yann, donc tu es le Benjamin autour de la table, et de loin. Mais tu n'es pas celui, mais tu as un parcours assez significatif. Il y a 5 ans, tu avais 17 ans et tu es parti un mois en solitaire entre l'Italie et la France pour reconstituer le chemin des exilés. Et ensuite, tu as commencé des études en sciences politiques et économiques et tu as réalisé et travaillé sur une étude sur le principe d'un accord provisoire de travail qui a été commandé par Didier Legat, qui est député du Finistère, et transmis au ministère de l'Intérieur. Il y a d'autres employeurs qui sont aussi présents dans la salle. À noter qu'on avait également invité des élus et parlementaires locaux, ainsi que des représentants de la préfecture, qui ne sont pas là. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sensibilisés au sujet, mais en tout cas, ils ne sont pas là. On peut au moins dire que leur absence pose question. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, une dernière précision sur le contexte. C'est la partie un peu rébarbative. Je vais essayer de faire très vite, mais en gros, en France, comme partout ailleurs, les étrangers ont besoin d'une autorisation de travail. Alors il n'est pas ici question des étrangers qui sont venant de pays européens, on ne va pas parler de ces situations-là. On va parler des personnes qui sont étrangères, originaires de pays tiers, de pays hors de l'UE, et qui sont déjà sur le territoire français. Donc là, il y a 2 cas de figure. Il y a les personnes qui ont déjà un titre de séjour, mais ce titre de séjour ne leur autorise pas à travailler. Donc pour eux, c'est un changement de statut qu'on cherche. Et il y a beaucoup de personnes qui sont sans titre de séjour, ce qu'on appelle les sans-papiers. Pour ces personnes, il est question de régularisation par le travail. Et donc on va rentrer maintenant dans les témoignages. Donc je vais demander aux différents acteurs de témoigner. Je ne sais pas qui veut commencer. Vous voulez y aller ? Bonjour, bienvenue. Je suis Didier Guillou. J'ai ouvert mon restaurant en 2009 qui s'appelle Restaurant Tara Cantine de Mer sur le port de l'Esconil. Depuis, je suis aussi au conseil d'administration de l'UMI, le syndicat de l'industrie hôtelière sur le Finistère, et je suis président de l'association interprofessionnelle du port de l'Esconil pour le développement du port. Donc moi j'ai commencé en 2009, je suis reconverti depuis 17 ans, après avoir fait 25 ans dans l'électronique. J'ai passé un bac pro de cuisinier du terroir, donc la reconversion, la formation, je l'ai pratiquée pendant 10 ans avec la Chambre des métiers au cours de mon installation. J'accueille des jeunes, bac pro, CAP, BTS, en stage. Et là, depuis 2020, pour vous dire un chiffre, en 2019, on avait bien travaillé. J'avais un établissement qui pouvait accueillir 80 personnes. Et du coup, en 2021, on fait 900 couverts de moins suite au Covid. En 2022, on fait 500 couverts de moins qu'en 2019. Pourquoi ? Parce que j'ai été contraint de fermer 2 jours par semaine, parce que je n'avais pas de gens qualifiés suffisamment en nombre pour faire des rotations en étant ouvert 6 jours sur 7. J'ai commencé en 2009, je ne fermais qu'une demi-journée. Après 55 ans, j'ai levé un peu le pied, j'ai fermé 2 demi-journées. Et là, depuis le Covid, on était à une journée et demie, et là, on est à 2 jours. Et au printemps, j'ai cherché du personnel qualifié en cuisine. J'ai rencontré le premier Nikita, qui était un réfugié ukrainien lors d'un troc-puce à Pleuba. Et on avait commencé à faire les démarches, mais son cas était compliqué. Bon, je pense que tous les cas sont compliqués. Mais lui, il avait moins de 18 ans, ses parents étaient d'accord qu'il travaille.
mais ça n'a pas abouti. Après, j'ai eu le cas plus concret de Kaina Bouguidin, qui était en Ukraine et qui faisait ses études en Ukraine et qui travaillait dans un restaurant oriental aussi à Kiev. Donc elle avait une expérience de la restauration et elle a été expulsée suite au conflit. Et donc elle s'est retrouvée en France et elle s'est retrouvée à Tréougui, à Pont-l'Abbé. Donc je l'ai rencontrée avec des gens de l'accueil qui me l'ont présentée. Je l'ai trouvée très motivée. Elle avait une connaissance de la cuisine qui était intéressante pour moi. On était au début juin et je me suis dit, en la prenant en début juin, voire le 21 juin, j'avais fait un contrat, un pré-contrat qu'on a remis au service qui doit faire les papiers pour pouvoir accueillir un étranger dans l'établissement. Et j'attends toujours la réponse. Et notre problème, on est confronté, nous, en tant qu'employeurs, à deux choses. Il faut qu'on soit réactif parce que le Pays Bigoudin a une partie restauration à l'année, mais a aussi une partie restauration touristique qui est concentrée sur, je vais dire, à peu près 6 mois de l'année. Et avec un pic sur, comme vous comprendrez bien, sur juillet-août. J'ai voulu embaucher cette personne qui était très motivée. Et ce qui m'a déçu, c'est que l'administration ne fait traîner les dossiers, on n'a pas de réponse, donc on est dans l'incertitude, donc on cherche toujours à trouver du monde, et ça n'aboutit pas, et c'est vraiment décevant. Ce qui s'est passé aussi, c'est que moi j'ai embauché des gens que j'ai formés en début de printemps avec la FPR, c'est l'aide à la formation pour le reclassement des gens. Donc il y a des gens qui veulent travailler, que ce soit français ou migrants. Et le problème, c'est que si on ne rentre pas dans les cases, on ne peut pas avoir accès à ces postes-là. Et moi, je suis prêt, je suis en fin de carrière, je suis prêt à faire de la formation. Et ça me faisait plaisir d'accueillir ces gens qui étaient motivés. Bonjour, alors, je m'appelle monsieur Lucas Frédéric, je suis patron pêcheur d'un chalutier de 17 mètres à Loctudy. Je suis également président de la COGEPECH 29, qui est un centre de gestion d'entreprises de pêche et d'entreprises classiques également. À la pêche, on a de sérieuses difficultés de recrutement de main-d'œuvre qualifiée depuis quelques années, là maintenant quand même. On a beaucoup d'étrangers européens qui sont venus par chez nous pour combler un petit peu ce manque de main-d'œuvre. Mais malgré ça, il y a toujours des difficultés de recrutement sur les bateaux. Et sur un bateau, on sait que si on n'est pas un minimum de personnel dessus, le bateau ne peut pas prendre la mer. Donc automatiquement, c'est des journées perdues pour l'armement, ainsi que pour les équipages qui sont à bord et qui ne peuvent pas aller en mer. Donc ça impacte directement les bénéfices de l'armement et les salaires des marins-pêcheurs également. Donc voilà. Et au niveau de la COGEPECH 29, on cherche régulièrement également des comptables où on a énormément de mal à retrouver aussi des gens qui sont vraiment compétents dans leur travail. Donc personnellement, j'ai jamais eu de gros soucis de recrutement de personnel sur mon bateau. C'est arrivé quelques fois où le bateau restait bloqué une journée ou deux le long du quai, mais on arrivait tout le temps à repartir. Alors une journée ou deux perdue, ça va. Certains bateaux,
C'est plusieurs semaines des fois, et c'est vraiment compliqué pour les armateurs. Donc des solutions à la pêche, on n'en a pas beaucoup parce que c'est un métier assez dur, compliqué, manuel, et il nous faut absolument du personnel qui soit formé à ce métier et qui soit qualifié. Et automatiquement, ça passe par des formations qui sont données chez nous, hein, dans des centres de formation, mais on ne peut pas prendre de personnel qui ne soit pas vraiment qualifié. Merci. Je vais passer la parole à Elsa. Bonjour, donc, je suis Elsa Bosser, je suis directrice du groupement des ADMR du Cap Sizun, du Pays du Goudain. Nous intervenons majoritairement auprès de publics dépendants, à raison de 2400 personnes sur le territoire du Cap Sizun, du Pays du Goudain. Depuis quelques années également, nous avons des difficultés de recrutement et cette année, si je prends l'exemple de cet été, nous a manqué à peu près 20 personnes. Donc nous nous retrouverons à supprimer des interventions, à dire non à des gens qui auraient besoin d'aide. Je prends l'exemple d'un monsieur qui était chez sa maman pendant l'été, qui s'est rendu compte de la dépendance, de la perte d'autonomie de sa maman, qui nous a demandé d'accompagner sa maman pour l'aide au repas tous les midis à partir de septembre. Mais la réponse est non, on ne peut pas. On ne peut pas. Nous, on était prêts à accueillir des étrangers, les former, essayer de monter des formations pour l'apprentissage de la langue, voir passer le permis de conduire, une adaptation au métier, mais clairement, aujourd'hui, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire, et dans les années à venir, on sait que dans le Finistère, nous aurons besoin d'à peu près 150 nouvelles recrues, dans le Finistère, 150 nouvelles recrues à peu près tous les ans. Et là, je vois deux solutions, c'est soit la robotisation, comme au Japon, soit l'emploi de main-d'œuvre étrangère. Voilà. Merci. Donc ces témoignages, ils illustrent assez concrètement la problématique. Alors là, on est ici à l'occasion du Carrefour des transitions. Ça tombe bien parce qu'on est en pleine période de transition. Il va y avoir une réforme de la loi sur l'asile et l'immigration. Une transition vers quoi? Ça, toute la question est là. Il faut bien comprendre que, là, je vais pas sortir de ma neutralité, je vais citer M. Darmanin, qui, il y a quelques jours, en commission des lois, a dit « Les personnes étrangères qui travaillent sur le sol de la République sont soumises à une absurdité administrative de la part du fonctionnement du ministère de l'Intérieur. » On peut au moins lui reconnaître une certaine part de lucidité. En fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, pour être régularisé par le travail, les personnes doivent trouver un employeur qui leur fait une promesse d'embauche et elles doivent prouver qu'elles sont sur le territoire depuis plusieurs années et elles doivent prouver que pendant la majeure partie de leur séjour, elles ont travaillé en produisant des contrats de travail. Contrats de travail qu'elles n'avaient pas le droit d'avoir, étant sans papier. En clair, pour être autorisé à travailler légalement en France, il faut prouver qu'on a travaillé illégalement et au passage dénoncer à l'administration ses employeurs. Alors, pour l'instant, il y a assez peu d'employeurs qui ont été inquiétés, mais il y en a quand même. Il y a eu des signes de fermeture administrative ou d'amende, etc. On va faire un temps de parole après dans le public. Donc voilà pour démontrer l'absurdité de la situation. Donc c'est une situation kafkaïenne, et donc là maintenant on va essayer de réfléchir collectivement à des pistes d'amélioration. Et pour ça, je vous propose de passer la parole à Yann, donc, qui a travaillé sur le sujet, qui va nous présenter en quelques minutes le résultat de ses recherches. Et puis après, on pourra en discuter et essayer de confronter nos idées tous ensemble. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Yann Guillot. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler du rapport que j'ai écrit sous la tutelle de monsieur le député Didier Legac, donc de la 3e circonscription du Finistère. Donc, je vais articuler mon propos sur plusieurs branches. Donc déjà, d'où ça vient, d'où ce rapport vient, de quelle volonté il émane. Ensuite, la méthodologie qui a été utilisée, les constats qui ont été faits et les solutions qui ont été trouvées.
pistes de solutions qui ont été trouvées et quelle portée est-ce que ça a eu par la suite. Qu'est-ce qui va se passer après la rédaction de ce rapport. Alors, pour commencer, l'initiative du projet, c'était une volonté de M. Le Gac qui est constamment sollicité par des employeurs, mais aussi par des associations, donc des employeurs en nombre de demandeurs. On a eu différents exemples aujourd'hui, et des associations d'aide aux étrangers en situation régulière. Donc il y a une volonté pour les employeurs d'employer, il y a une volonté pour les étrangers de travailler. Donc il y a une offre et une demande qui n'arrivent pas à se retrouver, et il n'y a aucun cadre législatif pour permettre ça. Donc cette initiative, cette volonté de M. Le Gac de travailler sur la question du droit au travail des étrangers, c'est là où je suis arrivé, pour la création de ce rapport, pour l'écriture de ce rapport. C'est un rapport qui regroupe une quarantaine d'entretiens avec des associations forcément, mais aussi des employeurs. Donc la SICA, Saint-Paul-de-Léon par exemple, pour en citer, ou Trécobat avec M. Boyer, qui sont très très impliqués sur cette question du manque de main-d'œuvre auquel ils font face. Des institutions aussi, c'est-à-dire que je suis allé à la rencontre de la Direction générale des étrangers, où j'ai pu échanger avec leurs représentants, mais aussi avec le directeur adjoint de l'OFI, M. Blanchard, et aussi des élus qui ont écrit des rapports là-dessus, des personnes qui sont investies sur la question, et évidemment les étrangers en situation régulière, et des demandeurs d'asile et des réfugiés. Donc on a essayé d'incorporer tous les témoignages pour réfléchir avec toutes les différentes perspectives qu'on pourra avoir, avec le maximum de perspectives qu'on pourra avoir. Donc 4 constats sont sortis de cette étude. La première, c'est que les étrangers travaillent, les étrangers en situation irrégulière travaillent, que ce soit de manière déclarée ou non. Il y a une certaine hypocrisie, par exemple, de la MSA. Tout le monde sait que dans les exploitations agricoles, il y a des étrangers en situation régulière, et pourtant qui payent leurs impôts, qui sont déclarés au niveau de la MSA, et qu'on laisse faire, parce que de toute façon, ça ne fonctionnerait pas sinon. Le deuxième constat, c'est que les employeurs ont besoin de cette main-d'œuvre. C'est pas un choix. Si ils souhaitent survivre, si elles souhaitent se développer, ils vont avoir besoin de recourir à cette main-d'œuvre étrangère, avec 4,5 millions de métiers qui ne sont pas pourvus en France, de postes qui ne sont pas pourvus en France, selon le directeur d'ADECO. 4,5 millions de postes qui sont pas pourvus en France, donc c'est une aberration, et avec des gens qui veulent travailler sur notre territoire. Et il y a une précarité qui est inutile, et enfin, comme M. Torondel l'a dit, cette aberration administrative avec la circulaire Valls, où il faut prouver qu'on a travaillé sans avoir le droit de travailler pour pouvoir être régularisé. Donc ça, c'est les différents constats. Il y a 3 solutions pistes de réflexion en tous les cas, qui émanent de ce rapport. Il y en a 2 que je vais énumérer pour vous intéresser plus sur un autre. Donc tout d'abord, ça serait de donner un accès plus rapide, ou le plus vite possible, aux demandeurs d'asile, lorsqu'ils font au marché du travail pour les demandeurs d'asile. Donc actuellement, ils ont le droit de travailler à partir de 6 mois s'il n'y a pas de prise en compte de réponse de l'OFPRA pour leur demande. Donc c'est un cadre très restreint. Il n'y a pas, dans les faits, il n'y a quasiment aucun demandeur d'asile qui travaille après ces 6 mois. L'idée, ça serait pour une intégration rapide, puisqu'on sait que c'est dans ces premiers mois, dans ces premiers instants, que l'intégration se fait, et crucial, ça sera de donner cet accès à l'emploi, même s'il y a toujours cette problématique évidemment de la langue. Et ça permettrait en tous les cas d'avoir des réflexions là-dessus et une intégration plus rapide. La deuxième proposition, c'était surtout sur un dialogue entre la préfecture et les différentes associations, mais aussi les employeurs, c'est de créer un réel écosystème au niveau des départements, avec les services de l'État et un réel dialogue. La troisième proposition, je pense qu'il va plus nous intéresser, c'est le contrat provisoire d'emploi. Donc, excusez-moi, c'est le contrat provisoire d'emploi, donc qui s'inspire du modèle allemand du Duldung. Donc c'est un titre de tolérance, un titre temporaire de tolérance qui donne un accès au travail pour les étrangers en situation régulière sur le territoire. Donc ce titre correspond à une suspension de l'éloignement qui est temporaire. Elle donne un accès au travail et à des prestations sociales pour lesquelles les étrangers ont travaillé. Donc un juste retour des choses.
Ce contrat provisoire, donc, avec qui pourrait être mis en place, pardon, ce serait pour les étrangers qui n'auraient pas d'OQTF. Donc ça, c'est quelque chose qui pose question, puisque l'OQTF est quasiment systématique, mais il y a des cas où ce n'est pas le cas. Et l'idée, plus que de prendre en compte ce statut juridique et la réalité de l'OQTF, c'est vraiment de créer de créer un droit pour les étrangers en situation régulière. Pour l'instant, il n'y a aucune possibilité qui est faite. Il n'y a aucun accès au travail, alors on sait qu'ils sont sur le territoire, on sait qu'ils ne partiront pas. Et c'est réellement de prendre en compte l'aspect juridique, leur existence en fait, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Pour quel cadre? Donc l'idée, ce serait de pouvoir de leur permettre de rester sur le territoire. C'est un titre de 12 mois dans l'idée, mais ça reste théorique, on va dire. Et de permettre un titre renouvelable, leur donnant accès du coup au marché du travail et aux prestations qui iraient avec leur cotisation, avec leur implication. Et en fait, c'est de leur donner une voie vers la régularisation, c'est d'amener vers une régularisation qui soit plus rapide et une intégration surtout qui sera plus rapide, plutôt que d'attendre 5 ans avec la circulaire Valls qui est totalement aléatoire. Ouais. Quels objectifs? Donc l'intégration des réfugiés, des étrangers en situation régulière, pardon. Une nouvelle main-d'œuvre pour nos employeurs, des revenus pour l'État et une intégration qui sera faite plus rapidement. Donc encore des aides pour la formation au français, pour la formation et surtout pour les autres problèmes dessus. Voilà. L'obligation de quitter le territoire, pardon, pour le QTF. Quels sont les retours de ce rapport? Donc, il a été publié il y a maintenant 2-3 mois environ. Donc, quels sont les retours? Il a été transmis au ministère de l'Intérieur, Madame Schiappa qui l'a transmis, à Monsieur Darmanin qui l'a transmis au directeur de la Direction Générale des Étrangers. Donc, il y a une étude qui est faite aujourd'hui d'un point de vue juridique au ministère de l'Intérieur de ce rapport. Il y a Monsieur Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui a été interpellé par Monsieur Le Gac à la commission des affaires sociales, lors de la commission des affaires sociales, sur ce rapport et sur l'accès au travail des étrangers. Et puis surtout, on sent réellement qu'il y a une ouverture qui se fait en ce moment, avec justement M. Darmanin qui reconnaît les failles du ministère de l'Intérieur, mais aussi M. Macron qui reconnaît que la prise en charge des victimes humaines n'est pas cohérente, tout simplement. Donc c'est d'essayer de... Même si la proposition reste non aboutie, puisque ça reste théorique pour le moment, et dans les faits, il y a encore un travail juridique à faire, il y a encore un travail législatif à faire. C'est juste de donner des pistes de réflexion pour pouvoir ouvrir le droit au travail des étrangers en situation régulière. Parce que c'est par ce prisme-là, je pense, qu'on pourra faire accepter déjà à la population, en sachant que l'extrême droite fait des très bons scores et gagne du terrain. C'est par le prisme de l'emploi qu'on aura une réelle écoute politique, un réel discours qui pourra plaire aussi bien aux entreprises que pour avoir une intégration réelle des étrangers en situation régulière. Voilà, merci beaucoup. Juste une ou deux précisions, le rapport est disponible en ligne, on peut le trouver sur le site du député Didier Le Gac, donc on peut le trouver en PDF, vous pouvez le télécharger et le consulter. Donc oui, OQTF, obligation de quitter le territoire français, et OFPRA, c'est l'organisme qui est chargé d'étudier les demandes d'asile, voilà, c'est cet organisme-là. Alors, donc voilà, donc là on a des pistes de travail, maintenant je vais demander aux autres personnes, est-ce que les pistes qui ont été évoquées, c'est-à-dire permettre un travail rapidement aux demandeurs d'asile, le principe de cet accord provisoire de travail inspiré du modèle allemand mais qui est aussi en cours d'évolution. Est-ce que tout ça, ce sont des pistes qui vous semblent intéressantes? Est-ce que vous en voyez d'autres? Voilà. Qui veut intervenir? Bonjour à toutes et à tous. Je suis un tout petit peu déçu de ce rapport parce qu'on ne prend pas en compte les OQTF, alors que bien souvent les OQTF sont de fausses accusations. Et je trouve vraiment dommage qu'on ne soit pas allé plus loin, parce que véritablement, je ne connais pas les chiffres des réfugiés qui sont
accepté en fait dès le départ, mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire véritablement pour tous ces gamins qu'on protège de 16 à 18 et qu'on jette simplement parce qu'ils ont 18 ans. Et je le dis depuis ma grève de la faim, c'est par le lien du travail qu'on insère les gens, qu'ils soient français ou non. Il n'y a que par ce lien-là qu'on réussira ce que l'on commence à faire. Donc c'est par nos métiers, l'artisanat, parce que, bon voilà, par la création, enfin, par ma grève de la faim, moi j'ai été appelé par des centaines de patrons parce qu'ils étaient dans la même difficulté que moi, que leurs gamins avaient reçu une OQTF. Donc je pense sincèrement qu'il faut aller beaucoup plus loin. Alors je ne dis pas que ce que vous avez fait est insuffisant, mais je pense sincèrement qu'il faut encore plus travailler. Vous en êtes conscient, je le suppose. Et par ce lien-là, en fait, on continuera ce que la République française fait, de protéger les 16-18 et on continue à les protéger de 16 à plus, de 18 à plus. Je voulais surtout mettre l'accent sur les délais. Parce que j'ai accompagné plusieurs personnes à la préfecture pour des admissions exceptionnelles au séjour, c'est-à-dire la régularisation par le travail. Donc déjà, il faut trouver la promesse d'embauche, le contrat de travail, donc ça demande aussi un certain investissement pour la personne qui en demande. Et ensuite, vous faites le dossier avec la fameuse demande d'autorisation de travail, accompagnée du CABIS, comment on appelle ça, du bordereau, du URSSAF, congé payé, payer une taxe à l'OFI, il ne faut pas oublier non plus, qui est environ de 240 €, quelque chose comme ça. Ensuite, tout mettre dans une enveloppe, n'est-ce pas, le dossier bien complet, ne serait-ce que pour l'employeur et pour la demande de la personne qui demande l'emploi. Et ensuite, ça arrive à la préfecture. Ça met à peu près, disons, 2 mois, voire parfois plus, 3, pour avoir le rendez-vous. Alors maintenant, pour l'admission exceptionnelle au séjour, il n'y a plus de rendez-vous. Donc c'est 3 mois et la personne reçoit un coup de fil en lui demandant de passer à la préfecture. En général, c'est 48 heures. Si vous l'attendez, c'est bien. Si vous ne l'entendez pas, c'est ennuyeux. Donc vous arrivez à la préfecture, le dossier est ouvert et le dossier est étudié face à la personne. Très bien. Alors si ça met 3 mois pour avoir le rendez-vous, si j'ose dire, il faut refaire la demande d'autorisation de travail parce que c'est plus valable. Ça m'est arrivé déjà. Ou le CABIS n'est plus bon, donc il faut redemander. Alors ça demande 8 jours à peu près, supplémentaires. Une fois que vous déposez le dossier à la préfecture, la personne ne reçoit pas de récépissé, mais une attestation de dépôt. Dans l'attente, à ce moment-là, que l'autorisation de travail soit envoyée à la plateforme nationale, là-bas à Béthune. C'est plus la directe maintenant, ça va là-bas. Donc ça demande encore un petit mois de retour, si ce n'est pas 1 mois et demi, parce que la main-d'œuvre étrangère, paraît-il, est surchargée. Donc ça vous mène à peu près à 5 mois, parfois 6 mois. Quel est l'employeur qui va attendre 6 mois pour avoir l'employé qu'il désire? Bon, ça m'a toujours posé question, et quand les personnes me posent en disant c'est long, nous n'y pouvons rien. Alors pourquoi ne pas quand même raccourcir les délais? C'est quand même pas juste France. Il n'y a plus personne dans les bureaux, tout le monde est surchargé, la MOE là-bas à Béthune est complètement surchargée. Donc moi j'ai des personnes qui attendent, on a envoyé le dossier, on attend de la préfecture à Béthune, ça fait 2 mois. Avant la directe mettait 2 mois, la préfecture mettait 2 mois, ça faisait 4 mois. Enfin bon, maintenant c'est plus 4 mois, c'est 6 mois quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais signaler. Je veux bien témoigner. Donc, je suis Patricia Hibernal, la présidente de l'association Patrons Solidaires, patrons et patronnes, parce qu'il y en a aussi, à la suite de la fondation créée par Stéphane Ravaclet. On est appelé, sincèrement, on est appelé tous les jours. Moi, j'avais fait appel à cette association du temps de Stéphane parce que j'étais en difficulté pour régulariser mon jeune protégé qui était en stage chez moi, qui vivait à Emmaüs et qui voulait faire un apprentissage. En sachant
tout le parcours à 14-15 ans qu'il avait vécu pour arriver en France, sincèrement, la rencontre a été faite et je ne pouvais absolument plus l'abandonner. Et c'est le même cas pour tous les jeunes qui arrivent. On est obligé de comparer avec nos enfants et on se dit mais ils ont vécu le pire, et à ce moment-là, on se doit, nous, en faisant fi de ce que pense l'administration, on se doit de les soutenir, ne serait-ce que ça, d'être à l'écoute, les soutenir et après de les accompagner. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de mensonges, qu'on nous fait attendre, on nous fait patienter, et ce temps pour eux, c'est une force parce que l'enfant arrive à 18 ans sans rien, alors qu'il a donné le meilleur de lui-même pour parler parfaitement le français, connaître l'histoire mieux que nos enfants. Et voilà, c'est un gros mensonge de l'État, il tombe de haut, et heureusement que les personnes comme nous, les bénévoles, les familles, les hébergeurs, nous sommes là pour les accompagner, les soutenir et leur dire de ne pas perdre espoir. Voilà, donc l'association Patrons Solidaires, elle sert à écouter les patrons parce qu'il n'y a plus de bon sens, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites. C'est-à-dire qu'une patronne dernièrement m'appelle parce qu'elle a embauché, donc avec un récépissé de droit au travail, une jeune guinéenne qui a eu un parcours vertueux, qui a eu son CAP en hôtellerie-restauration. Elle avait un titre de séjour et un CDI, tout était parfait dans leur vie, jusqu'au jour où le titre de séjour expire, il n'est pas renouvelé et sa vie chute littéralement, où on doit tout recommencer à zéro, se justifier. Et donc ce sont des enfants, des jeunes adultes qui ne sont jamais tranquilles. Est-ce que c'est une vie décente? Bien évidemment que non. Après le parcours qu'ils ont eu, c'est rajouter de la misère à la misère. Donc je pense que ce qui est intéressant en ce moment, c'est de voir toutes les bénévoles, les associations qui se regroupent et qui se battent. Et une des pistes importantes, c'est de ne jamais rien lâcher. À partir du moment où on sait que le patron est en demande, que le jeune est formé, expérimenté, on sait qu'on peut les soutenir. C'est d'aller au bout des choses, même si le parcours est long. Pour mon jeune protégé guinéen, il a fallu 7 ans pour le régulariser jusqu'à la grève de la faim. Et on sait très bien que ce n'est pas un but en soi, mais ça a été un combat pour expliquer qu'il y a des patrons qui sont prêts à tout pour aller au bout des choses pour leurs jeunes, et qu'en aucun cas on donnera raison à la préfecture ou autre, parce que moi je faisais pas de politique et je comprends pas qu'on puisse être aussi inhumain. Voilà, c'est un manquement grave et j'espère qu'un jour ce sera dénoncé, tout ça. Voilà, notre association perdure parce qu'elle a aussi des gens très compétents comme Margot qui est là, qu'on repère bien en jaune là-bas, qui est éducatrice spécialisée, qui héberge aussi des jeunes, qui va au bout des choses dans les dossiers, qui est prête à aller chercher dans le pays d'origine des documents, qui aussi financièrement assume les choses. Et c'est avec ce genre de personnes qu'on arrivera à nos fins. Donc dans tous les cas, je sais que si vous êtes là déjà, c'est que vous êtes engagés, et merci beaucoup. Soutenez les associations. Voilà, si vous pouvez héberger, être parrain républicain, ce sera toujours un document de plus dans le dossier du jeune. Et puis la toute petite tâche qu'on va aider, où on va participer au dossier du jeune, ce sera déjà fabuleux pour lui de se sentir soutenu. Donc merci à vous. Bon, déjà, ce qu'on peut apercevoir, c'est qu'il y a une grosse problématique qui est la problématique des délais, qui ne sont absolument pas adaptés à la réactivité nécessaire pour les employeurs. Donc là, une des pistes, clairement, c'est une réduction des délais, mais qui passe forcément par une augmentation des moyens alloués aux préfectures. Donc ça, est-ce que ça va être
mis dans la prochaine loi, ce serait intéressant. Donc, déjà une réduction des délais. On peut dire aussi comment dire, donc il y a un peu plus de souplesse et de rapidité pour répondre aux besoins locaux. Après, il y a aussi cette notion d'arbitraire, voilà, la circulaire Valls dont tu as parlé, elle a cette particularité de mettre des critères assez précis. Il faut, voilà, selon le nombre d'années où on est présent en France, etc., il y a des critères assez précis, mais au final, c'est le préfet qui décide. C'est-à-dire qu'il y a comment on appelle ça, une décision, un pouvoir décisionnaire qui peut passer au-dessus des critères ou en dessous. Donc, ce qui pose aussi des questions par rapport à l'égalité dans l'accès aux droits en France, parce que du coup ça dépend des départements. Et en même temps, cet aspect arbitraire permet aussi parfois peut-être de régulariser des personnes qui ne sont pas forcément dans les clous. Donc c'est ambivalent. Donc ça, par rapport à ça, quel est votre avis? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait réduire un petit peu la marge, la supprimer, ou est-ce qu'il est nécessaire de la conserver pour pouvoir garder une part de souplesse? C'est tout l'enjeu, en fait. On sait très bien que la préfet, c'est un fusible de l'État. Et on a travaillé tous ensemble sur certaines provinces françaises, départements et régions, et où on savait que c'était des préfètes ou des préfets qui bloquaient tout et voilà, et il fallait y aller au burin pour pouvoir ouvrir une porte. Le problème décisionnaire, c'est bien le problème. Alors oui, c'est ambivalent parce que ou bien on tombe, comme pour chez moi, un préfet qui est sympathique, on va dire entre guillemets, dès qu'il y a un contrat de travail, il assume les papiers. Mais si on arrive comme sur Nantes ou ailleurs, comme sur Vesoul, et là c'est une décision claire et nette, et il y a un combat qui se fait. Je crois que jamais rien n'est blanc ni noir, et qu'on doit en fait sinuer sur cette vague-là, et je pense que la problématique c'est le combat, comme disait Patricia, et plus on sera associés, plus on s'associera tous ensemble, plus on sera fort, et plus on arrivera à nos fins. Et c'est pour ça qu'il faudrait que nos métiers, que ce soit artisans ou autres, on s'associe véritablement pour ce même combat, parce que de toute façon, on va sur la même ligne, hein. On est tous d'accord là-dessus, on manquera de plus en plus de main-d'œuvre, et plus on sera égoïste dans nos métiers, c'est-à-dire moins on se regardera, plus on en bavera. Donc il faut vraiment s'associer véritablement entre nous tous, quel que soit le métier et quelles que soient voilà, nos divergences véritables. On doit s'associer pour réussir. Alors, moi, je veux rebondir sur le paradoxe de l'État. Donc, il y a eu une convention, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui a été signée entre les métiers, les syndicats de la restauration sur faire venir des Tunisiens pour combler les manques pendant l'été. Et d'un autre côté, on a des gens qui sont disponibles sur le territoire. Donc on va déplacer des gens de Tunisie pour venir ici, pour travailler pour 3 mois, alors qu'on a de la main-d'œuvre sous la main. Donc il y a une incohérence, et ils nous parlent de transition écologique. Je suis désolé, mais là, ils ne réfléchissent pas trop, quoi. Peut-être pour revenir sur l'importance du préfet dans les décisions et le côté assez arbitraire, disons-le, ce qui pourrait peut-être être intéressant, ce serait justement de pouvoir avoir une gestion collégiale de cette décision, peut-être inclure justement les associations, inclure des membres de la société civile tout simplement, et même pourquoi pas des entrepreneurs, étant donné que des chefs d'entreprise, pardon, pour s'impliquer dans des décisions qui concernent le territoire et qui devraient être pensées sur le territoire avec l'ensemble des acteurs de l'immigration. Je pense que ça, c'est une piste importante qui a déjà été évoquée. Il y a régulièrement des tribunes ou des textes qui sont écrits par des spécialistes ou par des juristes ou par des politiques. C'est vrai que c'est une notion qui revenait assez souvent, la mise en place d'une commission départementale, effectivement collégiale, qui permettrait de sortir un peu de l'arbitraire et de mettre en lien les assos, les responsables syndicaux, les collectivités territoriales aussi, parce qu'il y a un aspect, effectivement on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le logement. En fait, tout est lié, c'est-à-dire
trouver des personnes pour travailler, c'est bien, mais il faut aussi les loger. Donc il faut aussi un lien avec les collectivités territoriales pour cette gestion du logement. C'est très important. Mais en tout cas, cette piste d'une réflexion collégiale, d'une commission qui permette de valider les embauches ou voire de définir les besoins qu'il peut y avoir localement, c'est quelque chose qui semble important, mais qui semble difficile à mettre en place, parce que ça, on l'a bien vu, les commissions entre collectivités territoriales, services de l'État, associatifs, syndicats, etc., c'est pas évident à mettre en place. Et pour parler clairement, le blocage ne vient pas forcément des assos, ni des syndicats, ni des collectivités territoriales, un peu plus, mais ce sont plus des blocages politiques, très souvent. Juste pour revenir par rapport à ce qui a été dit par rapport... là, le rapport que tu as fait, il s'inspirait d'un modèle allemand que certains considèrent comme imparfait, mais il y a une discussion en cours pour le faire évoluer, pour justement éviter cette problématique. Parce c'est un écueil qu'il peut y avoir, c'est-à-dire qu'ils sont aperçus, je crois, après plusieurs années, que les employeurs en Allemagne cumulaient des Duldung, des contrats de travail, c'est que du coup les personnes pouvaient se maintenir sur le territoire pendant plusieurs années, mais avec des contrats précaires qui n'évitaient pas effectivement le QTF. Et comme tu me dis, si on se met à la place d'un patron, embaucher quelqu'un en se disant qu'il peut être expulsable d'ici quelques semaines, ça ne semble pas vraiment viable. Donc ils sont en train d'essayer de revenir là-dessus, je crois qu'il y a des discussions en ce moment là-bas pour le faire évoluer, pour que ce soit vraiment, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que quelle que soit la solution, que ce soit un accord provisoire de travail ou autre, il faut que ce soit une voie de régularisation. Il faut que le système soit mis en place pour que ce soit un outil permettant d'accéder à la régularisation et non pas un outil qui permette aux employeurs, parce qu'il y a aussi des employeurs qui peuvent être tentés d'abuser, que ça ne devienne pas un outil libéral permettant de cumuler et voire exploiter des étrangers. Donc tout ça, c'est une mécanique qui est très complexe à mettre en place, mais qui nécessite un travail législatif et un accord sur la durée. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais en tout cas, je retiens que ce principe de commission collégiale est intéressante, en plus des moyens pour la préfecture. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des témoignages ou après on va passer dans la salle. Je sais qu'il y a d'autres... il y a plein de pistes qui ont été évoquées. Pendant un temps, on évoquait aussi le fait de calquer le droit au travail français pour les étrangers, c'est-à-dire qu'il y a un droit parallèle pour les Français et les étrangers. Alors là, je rentre dans l'utopie. Mais c'est vrai qu'on peut aussi se poser des questions. Quand on regarde bien le droit du travail en France, pour les Français, il a tendance à être mis en place pour cadrer et pour protéger et le salarié et l'employeur. C'est vrai que si on regarde le droit du travail pour les étrangers, on a plus l'impression que c'est un droit qui est destiné à essayer d'éloigner le plus possible la personne de l'accès au travail. Donc ça aussi, ça peut être des réflexions, être un peu plus... sécuriser. Le but, c'est vraiment de sécuriser le droit des travailleurs étrangers et des employeurs aussi. L'apprentissage du français a été évoqué et aussi un outil et aussi un aspect très important. Parce que là, par exemple, les demandeurs d'asile qui ne peuvent travailler qu'au bout de 6 mois, s'ils ne parlent pas le français, ils ne peuvent pas s'intégrer dans le marché de l'emploi. Quand ils obtiennent un statut, ils rentrent dans le droit commun, donc ils ont le droit de travailler, mais on leur finance des cours de français qui sont sur les heures de travail, donc du coup ils ne peuvent pas faire les deux en parallèle. Voilà, il y a vraiment plein d'articulations qui sont à revoir. On espère que ça va être revu dans la prochaine loi. Je pense qu'on peut passer aux questions dans la salle. Juste avant, vous dire qu'il faudra qu'on libère la salle à 11h25 parce qu'il y a une autre conférence table ronde qui va se tenir sur la responsabilité sociétale des employeurs. Donc on reste un petit peu dans le terme, donc n'hésitez pas à rester. Je voudrais rajouter, parce que je n'ai pas trop préparé le discours, je préfère la spontanéité, mais notre travail aussi, c'est d'être en partenariat avec toutes les associations d'enfants pour tout mettre en place avant les 18 ans, justement, que l'apprentissage soit très, très vite régularisé pour que légitimiser ses papiers, son parcours. C'est bien pour lui, ce sera beaucoup plus vertueux de commencer un apprentissage avant les 18 ans et on le laissera finir sa formation
que le laisser partir de l'institution à 18 ans sans rien. C'est là où les choses se compliquent parce qu'il est mis à la porte et sans bagage, voilà, et à la rue. Donc si vous pouvez vous mettre en relation avec des institutions comme la sauvegarde de l'enfance, le DAMI ou autres, ce serait bien d'interférer avec eux pour voir si vous pouvez aider au dossier. Parce que parfois il manque de main d'œuvre. Voilà, Margot, je peux amener le micro dans la salle. On va faire passer le micro dans la salle. Juste avant, je crois que Didier va devoir nous quitter parce qu'il a du boulot, justement. Je lui laisse la parole avant de partir. Je veux juste rajouter une chose, que moi j'ai été écœuré dans les années 2010 à peu près, où j'ai la marraine de mon fils qui est partie travailler en Argentine. Elle a fait sa vie, elle a travaillé pour une entreprise française là-bas. Après, elle s'est intégrée là-bas, elle a connu son mari là-bas, elle travaillait pour une entreprise en Argentine. Il y a eu la dévaluation du dollar argentin, et du coup, elle s'est retrouvée un peu dans une situation compliquée là-bas. Donc, elle est revenue en France avec son mari, ses 2 enfants, et ça a été la croix et la bannière pour que son mari puisse travailler en France. Même cas, j'ai eu un Mexicain qui a travaillé chez moi. Il est marié à une Française et c'est toute une procédure de papier en étant marié à une Française. Tout ça, je trouve que la loi devrait changer là-dessus, au moins, pour faciliter les embauches de couples qui reviennent en France, des couples mixtes. Merci. Non. Donc on va faire passer le micro dans la salle pour si vous voulez participer. Merci Didier. Je voulais juste te dire aussi que voilà, des discussions qu'on a eues aujourd'hui, on va essayer de tirer quelques pistes de réflexion qu'on va essayer de coucher sur le papier et qu'on va essayer de proposer, enfin en tout cas d'envoyer comme lettre ouverte, je ne sais pas, on verra, de les soumettre aux parlementaires et administrations locales. Donc si jamais vous souhaitez éventuellement être tenu au courant des suites de ça, voire participer et relayer éventuellement cette lettre une fois qu'elle sera faite. Avant de partir, n'hésitez pas à aller sur la table à gauche, à donner vos coordonnées, votre adresse email, pour qu'on puisse vous tenir au courant et continuer l'action, parce que, encore une fois, plus on est nombreux, plus il y a de chances que ça fonctionne. Et maintenant, je vais laisser la parole dans le public. Si les personnes ont des questions à tel ou tel intervenant, n'hésitez pas. Je veux juste intervenir en tant que Margot Wolf, responsable de l'antenne du 44, simplement pour vous dire qu'il y a une antenne dans le Finistère et n'hésitez surtout pas à contacter les gens qui ont organisé en fait tout cet événement pour avoir le contact de la personne qui est référente dans le Finistère de Patrons Solidaires. Voilà. Merci. Bonjour, merci pour toutes les interventions. Moi, je trouve ça très important aussi des réunions comme aujourd'hui. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Paulette Gentil, je suis bénévole en fait dans plusieurs collectifs et associations du Pays Morlaix dans le Finistère Nord. On a eu du mal à mobiliser les employeurs du Finistère Nord pour venir aujourd'hui, vous êtes un peu loin. Ma question, j'ai beaucoup de questions et je trouve ça très intéressant, toutes les pistes qui ont été évoquées. Ma première question, elle serait pour, entre autres pour Stéphane, je sais jamais, Rabaclé, hein, c'est ça le nom de famille, je sais jamais. C'est par rapport en fait à comment en fait on peut, comment vous arrivez à mobiliser les employeurs justement, comment vous rentrez en contact avec eux, comment le lien se fait. En fait, c'est eux qui viennent par la publicité en fait de nos actions. C'est eux qui viennent à nous simplement. On travaille simplement en fait, c'est eux qui viennent vers nous. Et on va créer une plateforme pour réunir les patrons demandeurs et mettre en face les jeunes demandeurs. Non, je disais qu'on est en train de créer une plateforme justement. Il y a beaucoup de patrons qui ferment boutiques, restaurants, boulangeries, dans les métiers de bouche, il y a beaucoup de manque de personnel.
Et on nous appelle pour savoir si on aurait des jeunes susceptibles d'être intéressés. Donc évidemment qu'il y en a, il faut juste qu'ils aient ce petit document, là, le récépissé de droit au travail. Ça leur faciliterait tellement la vie de pouvoir rentrer dans des SECOF, des lycées pour apprendre le métier et travailler en apprentissage. Même adulte, on peut faire un apprentissage. Ce serait très très simple parce qu'il y a beaucoup de demandes. Margot me disait que dans son village, la boulangerie ferme. Ici, j'ai appris qu'il y a une boulangerie qui ferme aussi, faute de personnel. Et voilà, c'est triste, c'est l'artisanat qui meurt. Et en fait, on va agir très vite. Il y a urgence, ça c'est certain. Je complète juste par rapport à Patrons Solidaires et au rapport avec les patrons. Parce qu'en fait, sur le Finistère Nord, on a beaucoup de personnes, en fait, jeunes et moins jeunes, qui travaillent dans l'agriculture. Donc, ils ont des contrats de travail, ils ont des fiches de paye, ils payent des cotisations, mais par contre, le patron ne fait pas la demande d'autorisation de travail parce que, justement, il y a la fameuse circulaire Valls. Je parle des gens, évidemment, qui sont sans papier, en situation régulière, avec des OQTF. Et du coup, ces gens, ils n'ont pas ce lien, en fait. Les agriculteurs, souvent, ils nous disent, non, moi, j'ai pas le temps d'aller... Et par contre, ils ont des réunions avec la FNSEA, avec la FDSEA, avec la direction de la main-d'œuvre aussi étrangère, qui leur disent, par exemple, il y a eu une réunion en mai, je crois, 2022, ou en juin 2022, qui leur disent, n'oubliez pas quand même que vous devez vérifier le droit au séjour de vos employés. Et en fait, sur le territoire du Finistère, vous avez des gens qui sont à RSA, qui devraient y mettre en balance en fait les gens au RSA et les personnes en situation irrégulière sans papier. Et les employeurs aussi, ils ne savent pas trop comment se retrouver dans ça. Et je me disais, il faudrait... Alors la plateforme c'est bien, mais c'est en ligne. Et moi je sais que les agriculteurs dans le Nord, ils nous disent, nous la vie, Internet... La problématique c'est aussi que tout ce qui est grosse organisation, comme l'a fait voilà, en fait... c'est très politique, c'est très politisé. Et en fait, ils ne veulent pas se prendre en charge, parce qu'ils pourraient prendre en charge en fait toute cette question-là. Moi, dans ma région, les patrons du BTP m'ont dit on n'a pas besoin de vous parce que nous, on a déjà notre filière. C'est tellement facile de faire venir les gens sous d'autres contrats, voilà. Et en fait, tout est politisé. Et pourquoi on n'arrive pas à créer le lien, c'est parce qu'en fait, la direction de ces présidences-là, en fait, ne veulent pas, surtout pas toucher à ça, parce qu'ils sont politisés, tout simplement. Très bien, très bien. Je veux rebondir par rapport à ce que vous venez de dire pour l'agriculture. Je suis vice-présidente de l'ANEFA 29 et donc du coup, bon, moi, je représente les salariés ici, mais bon, les patrons aussi. Et nous ici dans ouais, je n'ai pas l'habitude de parler dans le micro. Et donc du coup, j'ai pas l'habitude de... Qu'est-ce que je veux dire oui, donc au niveau du Finistère, on emploie beaucoup d'immigrés. Mais il y a aussi des patrons qui ont été poursuivis. Il y a eu une descente là, et donc 2 patrons ont passé au tribunal, et donc bon bah il faudra payer pour ça quoi. Mais bon après nous on est prêt à prendre du monde, on a des formations, mais il y a ce problème là avec des patrons que bon bah les gens quand ils... Mais je pense qu'il faut que ce soit vos organisations qui vraiment montiez au créneau pour dire on fait on organise en fait les papiers, etc., et monter au gouvernement en fait, à vos syndicats pour qu'on vous aide à faire les papiers. Parce qu'un patron, moi je viens du monde paysan, mon père aurait eu ce problème-là, évidemment qu'il aurait dit on n'a pas le temps, machin, etc., Et même chez nous, en boulangerie, peu de patrons disent je vais prendre le temps de. Donc en fait c'est aux organisations, mais on a monté 2 dossiers à Paris il y a plus d'1 an. Mais c'est tellement politisé si vous... Oui, mais je veux dire qu'on est sur le coup, bon, on est présent, on est d'accord, mais voilà. Mais il faut vraiment, c'est aux organisations en fait de créer quelque chose qui fasse que les papiers sont faits, etc., et c'est dur à mettre en route, hein, mais il faut que ça soit fait par les organisations.
Bonjour, donc moi je suis militante à la CIMAD dans le Morbihan, donc le Morbihan, un département avec une préfecture pas forcément des plus sympas. Je pense quand j'entendais Yann dire qu'il y avait l'accès plus rapide aux demandeurs d'asile, donc au niveau du travail, je pense qu'il faut vraiment aussi qu'on s'appuie sur le fait que pour les Ukrainiens ça a été fait. Donc si c'est fait pour les Ukrainiens, c'est que ça doit être faisable pour toute personne qui veut venir travailler en France. Le droit au travail, indépendamment, comme on l'a entendu, du fait de pourvoir des emplois qui ne sont pas pourvus par les Français, pour moi c'est un droit fondamental, comme le droit au logement, le droit au travail, le droit à la santé. Aujourd'hui, alors, on voit dans plein de communes, effectivement, des petits patrons qui galèrent. En Morbihan, il y a des dossiers qu'on fait passer qui ne passent pas, alors que le patron est OK, la compétence est là, il n'y a personne pour pouvoir le poste. Et je pense vraiment que sans une levée de bouclier de toutes les organisations syndicales, professionnelles, on n'y arrivera pas. Alors, la loi immigration qui va venir en octobre, j'aimerais être aussi optimiste que Yann. Malheureusement, je ne le suis pas du tout. Parce que je pense qu'elle va être très très destructrice. Darmanin aux manettes, ça ne peut pas donner grand-chose. Ce qu'on peut espérer, c'est que j'ai vu donc Bon, moi je suis de Morbihan, donc le député je ne le connais pas, je crois qu'il est LREM, c'est ça, le GAC. Si on arrive aussi à faire bouger un peu la majorité, parce que avec l'opposition on n'y arrivera pas sans un bout de la majorité. Donc voilà, mais je crois vraiment les organisations patronales, et malheureusement on a beaucoup de mal à les faire bosser avec nous sur allons-y collectivement. Donc, je sais pas. Effectivement, vous avez raison. Je pense que pour réellement pouvoir réformer la loi, ça va être l'appel des patrons qui va faire la différence, et ça serait réellement le moteur pour pouvoir faire passer une proposition qui favorise et qui donne un accès à l'emploi des étrangers en situation régulière. Mais je pense qu'il y a un espoir, parce que c'est un prisme, le prisme du travail qui permet, qui est entendable par tous, de tout bord politique, et qui répond à un réel besoin. Donc, à travers le travail, et je pense que le ministère l'a compris, les gouvernements l'ont compris, c'est l'intégration qui va être par la suite. Et donc, j'ai tout espoir que ça soit pris en compte en tous les cas. Juste une petite précision avant. Je pense qu'on est nombreux à ne pas se faire beaucoup d'illusions sur les conséquences de la loi qui arrive. Effectivement, le travail est le seul petit prisme sur lequel je pense qu'on peut aller. Il y a eu un sondage il y a quelques mois, quelques années. Entre 55 et 60% des Français étaient pour la régularisation des étrangers qui travaillent. Donc il y a aussi un élan parmi la population qui est d'accord pour ça. Donc je pense que ce prisme-là, on peut peut-être espérer un petit peu. J'ai une toute petite anecdote. Dans l'Ain, la préfète de l'Ain, un jour, met 8 obligations de quitter le territoire à des compagnons d'Emmaüs qui normalement sont protégés par le statut Emmaüs OACAS que vous connaissez. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La directrice d'Emmaüs France organise une grosse manifestation devant la préfecture, et toutes les communautés Emmaüs se sont déplacées avec les camions. Donc les associations du département se sont déplacées aussi, Patrons Solidaires, la CIMAD, Tremplin, tout le monde s'est déplacé. On a bloqué la rue de la préfecture. Il y a eu 2 heures de négociation très houleuse avec la préfète, qui est très tenace. Elle est sortie de la préfecture rouge écarlate. Il y avait les médias, il y avait tout le monde. Et elle laisse un grand silence pendant quelques mois. Elle est venue visiter la communauté d'Emmaüs qu'elle connaissait absolument pas. Elle n'y avait jamais mis les pieds. Et elle a levé les 8 OQTF d'un coup. C'était des gens qui étaient là depuis 10 ans, qui travaillaient dans le ménage ou autre, et qui travaillaient aussi pour la communauté, parce qu'ils ont des fiches de paye, ils ont une rétribution. Et c'était des gens très actifs, très intégrés. On s'est battu, on a gagné. J'ai envie de dire, si ce n'est pas une piste, voilà. Merci.
Donc, si vous avez un camion, vous pouvez aussi laisser votre adresse en partant. Oui, une autre des questions, moi je rejoignais ce que disait Stéphane par rapport aux OQTF, parce que je pense que dans le rapport en fait je dis tu, parce que Yann a fait, en fait, pour moi il y a des dangers quand même dans ce rapport, mais il est bien, hein, mais je pense que c'est bien, ça a l'avantage d'avoir posé les choses par écrit sur une problématique qui est très complexe. Par contre, par rapport aux obligations à quitter le territoire français, je relisais tout à l'heure la page 57 par exemple, où c'est écrit que cet accord provisoire de travail serait pour les personnes qui n'ont plus d'OQTF. Et comme disait Stéphane, la plupart des personnes sans papier qu'on a, elles ont une OQTF. Et dans le rapport, c'est indiqué quand l'OQTF est fini après 1 an. Une OQTF, elle n'est pas finie au bout d'1 an, elle existe tant que la personne ne l'a pas exécutée ou qu'elle n'a pas été cassée par un tribunal. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment travailler sur cette question de QTF parce que le droit au travail, actuellement, on a la circulaire Valls, c'est notre moyen, avec les admissions exceptionnelles au séjour, de pouvoir régulariser des personnes. Au bout de 5 ans, en général, sur Finistère, et nous, dans les délais, sur Finistère Nord, on est à plus de 8 mois d'attente. J'ai encore eu hier la préfecture qui a relancé pour avoir justement des nouveaux attestations MSA, etc. C'est très très long, des délais encore plus longs que ce que vous dites pour nous, en tout cas. Et je pense que les OQTF, il faut vraiment travailler là-dessus pour pas que l'autorisation provisoire de séjour devienne en fait un outil qui va permettre en fait aux préfectures d'expulser les gens quand ils vont avoir dans le rapport, c'est marqué quand la raison qui permet que l'OQTF ne soit pas exécuté tombe, c'est-à-dire plus d'hier, ou alors la personne a un passeport ou un papier consulaire pour partir, à ce moment-là, l'accord de travail ne serait plus possible. Et moi, je trouve que ce danger-là, il est très grave, et je pense vraiment qu'il faut travailler, je l'ai répété, hein, j'ai déjà dit, mais je pense que c'est vraiment un point à travailler, que ce soit pour les jeunes mineurs isolés qui deviennent majeurs et qui perdent leurs droits à leurs 18 ans, ou pour les personnes, familles, personnes isolées qui ont des OQTF et qui font des admissions exceptionnelles au séjour et qui ont ces OQTF derrière qui sont toujours présentes. Voilà, c'était un petit point de vigilance. Voilà, mais moi je suis ravie qu'il y ait ce débat aujourd'hui. Peut-être par rapport à ça, je pense que l'objectif derrière le rapport, c'était de donner un outil juridique, une piste de réflexion en tous les cas, mais le réel combat, en fait, c'est d'avoir une reconnaissance, tout simplement une reconnaissance juridique des étrangers en situation régulière, de le prendre en compte et d'ouvrir le débat, en tous les cas, à de nouvelles pistes sur le droit du travail et puis à leur intégration par la suite. Pour l'instant, l'État ne les prend pas en compte, du coup. Il n'y a aucune existence juridique, il n'y a aucune prise en compte, il n'y a aucun droit. Alors qu'ils sont sur le territoire, ils existent et de manière générale, après 5 ans, après 10 ans, ils vont être régularisés. Donc c'est juste de prendre ça en compte et de donner des droits plus vite, de sortir ces gens de la précarité plus rapidement et d'avoir une intégration faite plus rapidement. Voilà. C'est la réflexion derrière. Bonjour, Jean-Pierre Bigorgne, droit d'asile Quimper-Cornouailles. Les situations des personnes que nous suivons sont un peu différentes de jeunes mineurs qui arrivent sur le territoire, sont plutôt des personnes qui sont chez nous depuis de nombreuses années, qui ont été déboutés du droit d'asile et assez souvent qui ont obtenu des titres de séjour santé, parce que arriver ici, c'est pas... voilà, on arrive souvent avec des traumatismes. Et puis, eh bien, la réglementation a évolué. Ce n'est plus l'ARS qui examine les demandes de santé, mais une commission de l'OFI qui dépend du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est beaucoup plus facile d'appliquer des quotas dans ce cas-là. Donc, ces personnes refusent du renouvellement du titre au QTF et interdiction de travailler, alors que souvent, elles travaillaient avant. À l'automne dernier, on avait mené une action, une mobilisation sur Quimper par rapport aux menaces d'expulsion de plusieurs personnes du logement qu'ils occupaient, soit un logement CADA, soit soit un logement opaque, mais qu'ils n'avaient plus les moyens de payer, évidemment, puisqu'ils n'avaient plus le droit au travail.
Et à cette occasion, on a été reçu par le sous-préfet de Quimper, le secrétaire général de la préfecture, à qui on avait soumis une proposition, puisque évidemment la grande difficulté de toutes ces personnes est de ne plus pouvoir travailler. Et donc on lui avait dit, mais pourquoi, quand une personne vient avec une promesse d'embauche, parce qu'il est très difficile d'obtenir des employeurs, pour nous en tout cas, il y a très peu d'employeurs qui acceptent de remplir le CERFA, le contrat de travail, etc., sous réserve d'obtention du titre de séjour. Donc on a des promesses d'embauche. Donc pourquoi la préfecture n'accorderait pas un titre de séjour très provisoire, 1 mois, 3 mois, à ces personnes qui ont une promesse d'embauche, le temps pour ces personnes de se retourner vers leur employeur, qui leur a fait la promesse, et de contractualiser véritablement, et de revenir ensuite à la préfecture pour demander un titre de séjour travail, puisqu'elles auraient un contrat de travail en bonne et due forme avec un employeur. Réponse du sous-préfet, non. Pour cela, il faut qu'ils repartent chez eux et qu'ils fassent la demande de leur pays. Voilà. Alors que, donc, la plupart sont des personnes qui ne veulent plus du tout retourner chez eux parce qu'ils sont venus chez nous en raison de menaces, voilà. Même s'ils n'ont pas eu le droit d'asile, on connaît beaucoup de personnes qui sont soi-disant dans des pays sûrs, mais qui ne sont pas dans des situations confortables chez eux. Voilà. Et donc, cette proposition que le préfet a balayée, le sous-préfet a balayée, moi je la pense quand même pertinente, et je ne suis pas le seul, je veux dire, dans notre association et ailleurs. Pourquoi ne pas la porter collectivement, et pourquoi ne pas l'intégrer en tant que proposition vis-à-vis de la prochaine révision de la loi? Alors je ne me fais pas d'illusions, mais je pense quand même que c'est quelque chose de tenable, de cohérent, parce que quand même, alors là ça a été exprimé suffisamment, le nombre d'employeurs qui peinent à recruter, alors qu'on a des personnes qui ont travaillé, qui ne demandent qu'à travailler et qui ne peuvent pas travailler. Alors, je crois qu'il va falloir qu'on libère la salle. Je ne sais pas si on peut encore prendre une ou deux questions. Oui, une question. Et Valérie aussi, mais pour ceux qui n'ont pas eu le temps de parler, si vous voulez, on peut toujours en parler de manière informelle après sur le côté, il n'y a pas de souci. Ouais, moi, je pense que je veux rebondir sur ce que disait Stéphane Rabaclet tout à l'heure, que le sujet il est éminemment politique. Je n'ai pas du tout envie d'entendre que, par exemple, il n'y aurait pas assez de moyens à la préfecture ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment... nous, on essaye d'embaucher Momo depuis combien maintenant? Depuis 1 an et demi, au moins 2 ans. Et en fait, on est confronté à une administration qui est très à la botte au final. Hein, quand on écrit, on est capable de nous dire que les fichiers qu'on envoie sont pas lisibles. Ils sont juste pas lisibles seulement pour eux, pour personne d'autre. Enfin bref, on est cette administration qu'on paye quand même, hein, tous, nous tous ensemble. Elle est à un niveau d'indépendance qui est énorme, quoi. On parle du préfet et tout ça, c'est vrai, le préfet a, je pense, énormément de pouvoir, beaucoup trop de pouvoir, mais il y a énormément de gens qui se mettent au service d'un système qui est très malade, quoi. C'est-à-dire que sans cette administration, le préfet tout seul, il n'est pas grand-chose malgré tout, quoi. Et je pense qu'il faut... bon, j'ai envie de parler d'autre chose, mais bon, on est dans le domaine de la banalisation du mal, quoi, ou quelque chose comme ça, quoi. Les gens se mettent au service de choses qui sont iniques, quoi, qui sont complètement folles, quoi. Marco, je te laisse. Et juste une dernière chose, on a été reçu le 27 juin dernier là, pour Mahamadou, il avait un entretien. Il avait fait les démarches qu'on lui avait demandé, faire certifier ses papiers. Bon, bah, ça ne devait pas suffire. Donc on a demandé ce qu'il fallait, puisque nous on l'a accompagné en tant qu'employeur, comme quoi on était visible, hein, on était, voilà, on est vrai, quoi. Et il demandait, l'agente de la préfecture demandait des fiches de paye. Donc ça veut dire que ces gens-là mentent, sont fourbes, et ils réclament du mensonge, vous êtes accusé de mensonge souvent parce que vous ne voulez pas laisser vos papiers en tant qu'immigré, ou vous avez menti sur votre âge,
Mais eux sont des menteurs, puisqu'ils poussent les personnes qui veulent être régularisées à mentir, à être dans l'illégalité pour pouvoir les plomber davantage. Voilà. Et ces OQTF, de toute façon, elles ne sont pas exécutées. Donc ils laissent des gens qui n'ont aucun droit, aucun avenir en France, tout ça pour régaler les extrémistes. Il ne faut pas rêver, quoi. Ça leur donne. C'est politique, bien sûr que c'est politique. Et franchement, nous, on en a ras-le-bol. On n'est même pas reçu, on n'est même pas considéré, alors qu'on fait des demandes et qu'on a un cabis, on existe, et on n'est même pas reçu, quoi. Ils sont fourbes. Voilà. Je suis désolé, mais je crois qu'il va falloir qu'on rende la salle. Juste pour conclure, donc vous dire encore une fois qu'on va essayer de faire une synthèse de tout ce qui a été dit ce soir. Et donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas à signer. Et j'en profite aussi pour remercier et féliciter tous les patrons, les bénévoles, les patrons qui se mobilisent. Et aussi, il y a quelques étrangers dans la salle que je connais depuis quelques temps et qui sont des travailleurs acharnés. Donc voilà, les remercier, on peut les applaudir. Merci à tous.